All rise, vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour. L'audience portant sur la réduction de la peine de M. Thomas Lubanga Dilo est ouverte. Je demanderai à Madame le greffier d'audience de bien vouloir annoncer l'affaire. Greffier d'audience, bonjour Madame le Président. Il s'agit de la situation en République démocratique du Congo en l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Référence de l'affaire 01 04 01 06. Nous sommes en audience publique. La présidente, je vous remercie. Je demanderai aux parties et aux participants de bien vouloir se présenter ainsi que leurs équipes. Et je commence par la défense de M. Thomas Lubanga. Maître Mabi, veuillez vous présenter et présenter votre équipe aujourd'hui. Merci Madame le Président. L'équipe qui assurera la défense de M. Thomas Lubanga est composée de Maître Caroline Buteau, de Maître Jean-Marie Bijoux-Duval et moi-même Catherine Mabille. Je vous remercie, Madame. Next, the Office of the... La présidente, le bureau du procureur maintenant. Le procureur, bonjour Madame le Président, je m'appelle Fabricio Guarilia, je suis directeur de la division des poursuites et je suis accompagné de Madame Nicole Samson, premier substitut du procureur, Madame Marichelle Reguet, substitut du procureur en appel et Monsieur Narayanan, Madame Narayanan, substitut du procureur en appel. Madame la Présidente, mon nom est Luc Alain, je représente l'équipe des victimes V01, assistée de ma case manager Evelyne Mbeni, et je représente aujourd'hui aussi par procuration l'équipe V02 avec la case manager Sylviane Goginon de cette équipe. Merci. Thank you. Présidente, je vous remercie. Je suis Sylvia Fernandez, je suis juge président au sein de ce collège nommé par la section des appels, afin de présider à cette audience sur la remise de peine de l'accusé. Je suis accompagné du juge Howard Morrison et à ma gauche, le juge Piotr Hofmanski. Aujourd'hui, je vais donc parler de moi-même et de mes collègues comme étant le collège. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par des représentants du greffe, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie pour leur assistance. Pour la gouverne de ceux qui sont dans la galerie du public et ceux qui nous suivent sur Internet, je vais brièvement expliquer comment se déroulera cette audience d'aujourd'hui. L'audience d'aujourd'hui est régie par la règle 221 du règlement de procédure et de preuve. En vue de cette audience, donc, le collège a reçu des écritures de la part des parties et des participants quant aux facteurs et aux critères relatifs à la réduction de la peine, tels qu'exposés à l'article 110 du statut et à la règle 223 du règlement. Le collège a également reçu des observations écrites de la part du greffe, s'agissant des critères contenus dans la règle 223. Aujourd'hui, le collège entendra des observations par oral de la part des parties et des participants relatives à ces facteurs et à ces critères, ainsi que sur les différentes questions soulevées dans les écritures. Comme cela a été indiqué dans l'ordonnance rendue par le collège le 7 août 2015, le collège peut, s'il estime cela nécessaire, poser des questions aux parties et aux participants. À la fin de l'audience d'aujourd'hui, M. Lubanga aura l'occasion de s'adresser personnellement au collège. Avant de commencer à entendre vos observations, il y a quelques questions d'ordre procédural que je voudrais préciser. Premièrement, le collège note qu'il n'a
pas encore rendu de décision relative à la requête formulée par l'accusation, afin d'être autorisé à faire des observations supplémentaires à la suite de cette audience. Cette requête a été réitérée dans le cadre de l'écriture troisième notification du procureur concernant les informations pertinentes à l'examen de la peine de M. Lubanga, qui a été déposée le 14 août 2014. Je m'adresse maintenant à M. Guarilia. Après la publication de la première version ou de la version publique expurgée de la Chambre de première instance 6, décision relative aux restrictions concernant certains détenus, est-ce que le procureur maintient cette requête afin d'être autorisé à présenter de plus amples informations? Monsieur Guarilia, non, Madame le Président, nous n'avons plus besoin de le faire. Le Président, merci. Concernant la conduite de la procédure d'aujourd'hui, je rappelle aux parties et aux participants qu'ils sont censés en terminer avec leurs observations dans les limites prévues dans l'ordonnance du 7 août 2015. Je vous signalerai lorsqu'il vous restera 2 minutes avant de terminer. Le Collège souhaite également informer les parties et les participants que tout document utilisé ou auquel il sera fait référence lors de cette audience ne recevra pas de cote en tant qu'élément de preuve. De tels documents qui n'auraient pas été joints en annexe aux écritures et qui ont été présentés par avance avant la tenue de cette audience devraient être déposés en tant qu'annexe avant le lundi 24 août 2015 à 16 h. Est-ce que cela est clair? Donc, ces documents ne recevront pas de cote en tant qu'élément de preuve, mais vous pourrez le déposer de tels documents avant le lundi 24 août à 16 h. S'agissant de l'ampleur des observations orales, les parties et les participants doivent se conformer à l'ordonnance du Collège du 7 août 2015 qui les autorise à aborder toute question relative pertinente s'agissant de cet examen sans pour autant dépasser les questions soulevées dans leurs écritures ou dans celles des autres participants. En outre, conformément à l'ordonnance du Collège en date du 19 août 2015 concernant les questions dont on débattra aujourd'hui, les parties et les participants peuvent également aborder des aspects pertinents de la version publique expurgée de la décision relative aux restrictions s'agissant de certains détenus rendus par la Chambre de première instance 6 en l'affaire le procureur contre Boscan Taganda. Enfin, les parties et les participants doivent se rappeler que l'audience d'aujourd'hui se déroulera en audience publique et par conséquent, ils ne doivent pas faire référence à des informations confidentielles ni demander, si besoin est, que l'on passe à huis clos, si cela devait s'avérer nécessaire. À moins que vous n'ayez des questions concernant ce que je viens de préciser, nous allons commencer l'audition des observations de la défense d'abord de M. Lubanga. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner la parole à Maître Mabi. Vous avez la parole pour 20 minutes. Allez-y. Merci, Madame le Président. Merci, messieurs les juges. Je vais présenter donc des observations en ce qui concerne la demande de réduction de peine de Monsieur Lubanga. Monsieur Lubanga sollicite aujourd'hui sa libération ayant effectué les 2/3 de sa peine. Monsieur Lubanga est incarcéré à La Haye depuis maintenant mars 2006, soit depuis 9 ans et 5 mois, auxquels doit s'ajouter 2 années et 7 mois passés en détention et en résidence surveillée à Kinshasa. La libération anticipée n'est pas un fait exceptionnel, qui supposerait des circonstances exceptionnelles. C'est une pratique courante, voire généralisée, de la plupart des droits nationaux. La réduction de peine en cours d'exécution, la libération anticipée, n'est pas une exception. Au contraire, c'est l'absence de réduction de peine,
c'est-à-dire l'exécution totale de la peine, qui constitue une exception. Les tribunaux pénaux internationaux en ont tiré des conclusions. Sauf exception, les condamnés sont systématiquement libérés aux 2/3 de leur peine, même lorsqu'aucun autre critère n'est rempli. Le refus de libération anticipée suppose donc la démonstration de circonstances exceptionnelles qui s'y opposeraient. Nous savons d'ailleurs par une récente décision rendue le 4 août 2015 sur une demande de récusation que les juges de la CPI, dans un paragraphe 37, indiquent qu'ils attachent une grande importance à la pratique des tribunaux pénaux internationaux en matière de libération anticipée aux 2/3 de la peine. Il est donc légitime aujourd'hui de demander une application équitable et impartiale de ce principe et de cette pratique au bénéfice de M. Lubanga. En plus de nos observations, qui ont été déposées le 14 juillet dernier, je souhaiterais développer à l'oral 3 thèmes. Le premier thème sera la coopération. Le deuxième thème sera la situation en Ituri et le risque d'instabilité sociale significative. Et le troisième thème sera les allégations du bureau du procureur sur des contacts inappropriés de M. Lubanga avec des témoins. Sur le premier point, la coopération de la personne condamnée. Sur cette question, je voudrais dire à cette Chambre que le procureur a perdu toute crédibilité et par conséquent toute légitimité. C'est lui et non M. Lubanga qui a fait obstacle délibérément au bon déroulement de ce procès. Tout d'abord, ainsi que le rappelle la Chambre de première instance dans sa décision du 13 juin 2008 en arrêt des procédures, paragraphe 92, en faisant un usage incorrect de l'article 54.3e, en concluant des accords de confidentialité, empêchant ainsi indûment M. Lubanga de préparer sa défense. Cette situation a conduit à un premier arrêt des procédures et à une suspension du procès pendant plus de 5 mois. Ensuite, en tenant publiquement des propos erronés et trompeurs, gravement préjudiciables à M. Lubanga, propos qui ont fait l'objet d'une vive désapprobation par la Chambre de première instance, dans le cadre d'une décision rendue le 12 mai 2010, décision intitulée « Décision relative à l'interview de Madame Lefrappeur du Hélène, membre du bureau du procureur, décision 2433. Enfin et surtout, en refusant d'exécuter les ordres de la Chambre de première instance, en s'opposant de manière totalement réitérée à la divulgation du nom d'un de ses intermédiaires à la défense. Ce nouvel abus des procédures a entraîné un arrêt des procédures et a retardé de nouveau le procès de 3 mois. Aucune sanction n'a été prononcée contre le bureau du procureur en dépit de ses agissements. Or, face à cette situation, M. Lubanga, quant à lui, s'est toujours scrupuleusement plié aux demandes de la Chambre, même lorsqu'elles pouvaient être ressenties de sa part comme vexatoires. En effet, l'exemple peut être donné que M. Lubanga a accepté de sortir de la salle d'audience pour laisser les témoins présentés comme des enfants soldats entrer dans la salle d'audience, bien que la défense ait toujours fermement contesté leur statut d'enfants soldats. Or, il s'est avéré que l'intégralité de ces témoignages de ces individus a été écartée par la Chambre de première instance. Précisons également que la Chambre a relevé dans sa décision
la coopération constante de M. Lubanga avec la Cour tout au long des procédures, alors, je cite, que le comportement de l'accusation le soumettait à des pressions considérables et injustifiées. Son comportement à M. Lubanga a été exemplaire tout au long du procès et il a toujours coopéré afin d'assurer le bon déroulement de la procédure, en dépit des circonstances particulièrement difficiles causées par les agissements du bureau du procureur. La Chambre a également indiqué dans son jugement qu'il y avait des motifs sérieux de croire que 3 des intermédiaires du bureau du procureur auraient persuadé et encouragé des témoins à faire de fausses déclarations et en particulier de mentir quant à leur statut d'enfant soldat. Là aussi, M. Lubanga a accepté cette situation. Il est même allé au-delà de ce qu'on pourrait normalement attendre d'un accusé en acceptant de remédier à des fautes graves commises par le bureau du procureur. Sur ce point, je m'en remets à mes écritures, car il s'agit d'ex parte. Le comportement exemplaire de M. Lubanga ne doit-il pas être pris en compte dans le cas du réexamen de sa peine? Si la désobéissance caractérisée du procureur n'a pas été sanctionnée, alors le bon comportement de l'accusé ne devrait-il pas être récompensé? A fortiori, le comportement particulièrement coopératif d'un accusé confronté aux agissements hostiles et illégitimes du bureau du procureur. Voici mes observations sur le premier point. Sur le deuxième point, la situation en RDC, et en particulier en Ituri, et l'absence de risque d'instabilité sociale significative. La question à laquelle la Chambre devra répondre me semble être la suivante. Est-ce que le retour de M. Lubanga pourrait créer une instabilité sociale significative? Il ne s'agit pas d'apprécier la situation sécuritaire en RDC d'une manière générale ou en Ituri en particulier, mais bien d'analyser l'impact du retour de M. Lubanga dans son pays. Sur ce point, je voudrais dire à la Cour qu'une seule enquête sérieuse, me semble-t-il, a été réalisée à ce sujet, et elle a été réalisée par la défense. Plus d'une trentaine de personnes issues de la société civile en Ituri, d'ethnies, de communautés, de confessions religieuses différentes ont été rencontrées par la défense et des éléments personnalisés pourvus d'une valeur probatoire sérieuse au plan judiciaire ont été recueillis par la défense et versés au débat. La Cour doit accepter de prendre en considération ces déclarations solennelles de ceux qui connaissent personnellement et quotidiennement la situation en Ituri. Le procureur, au contraire, n'apporte au dossier que des éléments dépourvus de toute valeur probante, des documents rapportant l'opinion individuelle de 3 personnes. Ces déclarations ne présentent aucun indice de fiabilité. 2 de ces documents sont des notes d'enquêteurs, dont une rapporte l'opinion d'un individu, en plus anonyme pour la défense. Par ailleurs, le greffe, la RDC et les représentants des victimes font une appréciation subjective de la situation, étayée par aucun élément de preuve. En l'état, personne, ni le procureur, ni le greffe, ni les représentants légaux ne soutiennent que la libération anticipée de M. Lubanga risque d'être une cause d'instabilité sociale significative. J'ajoute, ainsi que nous l'avons indiqué dans nos écritures, que M. Lubanga a décidé de s'installer à Kisangani à sa libération, ville située à 800 km de Bunia. C'est exactement la précaution recommandée par les rares personnes interrogées par le bureau du procureur. Par ailleurs,
le fait que la libération possible de M. Lubanga coïnciderait avec des élections locales et provinciales et la mise en place de nouvelles provinces en Ituri n'est pas un élément pertinent en soi. Rappelons que l'UPC-RP, mouvement politico-militaire créé en 2002, auquel M. Lubanga appartenait, s'est transformé en un parti politique et enregistré depuis 2004, qui participe activement depuis cette date aux institutions démocratiques en RDC et qui est actuellement représenté par des députés nationaux et un député provincial. L'UPC présentera donc, que M. Lubanga soit libéré ou non, une trentaine de candidats aux prochaines élections, dont d'ailleurs la candidature a été dûment validée par la commission électorale mise en place. Il ressort d'ailleurs clairement des 2 rapports des Nations Unies communiqués par le procureur qu'aucun acte n'est imputé à l'UPC. Les seuls troubles relevés sont imputables à une milice lindoue FRPI qui n'a aucun lien avec l'UPC. Les éléments de preuve rapportés démontrent que la population de l'Ituri est prête à accueillir aussi bien M. Lubanga que M. Katanga, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a déjà fait pour M. Mathieu Ngudjolo. Par ailleurs, les témoins déclarent que leur libération est nécessaire à l'achèvement du processus de pacification et de réconciliation. C'est d'ailleurs dans cet esprit que M. Lubanga souhaite rentrer en RDC. Le dernier point que je voudrais évoquer sont les allégations du bureau du procureur sur des contacts inappropriés de M. Lubanga avec les témoins. À ce jour, aucun fait précis n'a été allégué contre M. Lubanga. Aucune accusation précise n'a été dirigée contre lui. Le 29 juin 2015, nous avons été informés que 3 personnes figurant sur la liste des contacts téléphoniques non privilégiés de M. Lubanga devaient être provisoirement retirées de cette liste. La Chambre de première instance 6 nous a demandé de présenter des observations le 22 juillet 2015. Nous avons indiqué dans nos écritures que M. Lubanga n'avait eu aucune conversation de nature inappropriée avec ces 3 personnes et que, si nécessaire, ces communications pouvaient être écoutées. M. Lubanga ne s'est pas opposé à ce que ces conversations téléphoniques fassent l'objet d'une surveillance active, à l'exception des conversations avec son épouse et ses enfants, qui relèvent du domaine de sa vie privée. Il ne s'est pas opposé également à ce que ces 3 individus soient retirés de la liste des contacts téléphoniques si la Chambre considérait qu'il y avait des raisons impérieuses de sécurité que lui-même ne connaissait pas. M. Lubanga ne s'est donc pas opposé à toutes ces mesures temporaires. Il a une fois de plus démontré sa volonté réelle de coopération dans la recherche de la vérité. Dans la décision du 30 juin 2015, la Chambre indique, et je cite, qu'elle ne peut que seulement tirer des conclusions préliminaires sur la base des informations qui lui sont soumises et qu'elle n'est pas en mesure à ce stade d'identifier spécifiquement le canal par lequel les informations seraient transmises. Paragraphe 8 de sa décision du 30 juin 2015.
Depuis cette date, le procureur n'a transmis aucun élément additionnel pour soutenir ces allégations. Dans sa décision du 18 août 2015, la Chambre de première instance 6 a noté au moins à 4 occasions que le procureur n'a pas cherché à étayer davantage ces allégations, paragraphes 31, 34, 35 et 40. Le procureur enquête sur cette situation en ce qui concerne 3 détenus depuis le début de l'année 2015. Il a reçu le 2 juillet 2015 toutes les informations concernant les contacts téléphoniques de M. Lubanga et les visites qu'il a reçues. Le procureur n'a pas sollicité de la Chambre l'écoute des appels téléphoniques de M. Lubanga, qui aurait été la preuve qu'il aurait eu des contacts inappropriés. Il ne l'a pas fait. La Chambre elle-même, dans sa décision du 18 août, indique qu'elle ne jugeait pas nécessaire à ce stade d'ordonner les conversations téléphoniques de M. Lubanga avec les 3 individus concernés présentés comme suspects, paragraphe 37 de la décision du 18 août. L'attitude du bureau du procureur aujourd'hui, Madame le Président, Messieurs les juges, c'est qu'il ne cherche pas à connaître la vérité. Il cherche aujourd'hui, à cette audience, à semer le doute et la confusion. Il crée un écran de fumée sur lequel nous ne pouvons pas nous défendre, si ce n'est dire que notre client n'a eu aucun contact inapproprié avec des témoins potentiels du bureau du procureur. La Chambre ne pourra donc retenir ces allégations qui sont aujourd'hui non fondées à l'encontre de M. Lubanga. Au vu de ces observations, la défense sollicite la remise en liberté de M. Lubanga. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame, et je vous remercie de vous avoir limité au temps alloqué. Et maintenant, I give the floor to Mr. Guariglia. Et sur ce, je donne la parole à M. Guariglia. Monsieur Guariglia, merci, Madame le Président. Madame, Messieurs les juges, les arguments de l'accusation seront présentés par ma collègue Merichel Regué. Avant cela, je vais brièvement faire quelques observations préliminaires, puis exposerai par avance les principes qui, de l'avis de l'accusation, devraient régir la décision du collège. Principes qui, lorsqu'appliqués en l'espèce, mènent vers une conclusion et une seule. La peine de Thomas Lubanga ne doit pas être réduite. Lors de nos présentations, nous allons parler de libération anticipée et de réduction de la peine de manière interchangeable. Tout d'abord, et c'est un point très crucial, Madame le Président, contrairement à ce qu'a allégué ma contradictrice de la défense, il n'y a pas de remise en liberté automatique aux 2/3 de la peine. Il ne devrait pas non plus y avoir d'attente ou de présomption d'une telle libération. Plutôt, le principe contenu dans le statut est le suivant. La personne condamnée ne doit pas être remise en liberté avant d'avoir purgé la totalité de la peine prononcée par la Cour, comme cela est expliqué à l'article 110, à moins que la Cour ne soit persuadée que la réduction de la peine est justifiée en l'espèce. Dans ce contexte, la Cour, représentée par votre collège, a la seule obligation d'examiner la peine une fois avoir atteint les 2/3 de la peine. Et c'est la seule obligation qui lui est faite. La Cour a le pouvoir discrétionnaire de décider en faveur d'une libération anticipée, comme cela est démontré par le libellé clair de l'article 110.4. Le collège doit vérifier que un ou plusieurs facteurs exhaustifs militant en faveur de la libération anticipée s'applique, sinon elle doit rejeter une telle demande. Mais même si le collège estime qu'une ou plusieurs conditions sont réalisées, le collège peut néanmoins refuser la libération anticipée si elle estime que, et je cite, qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, comme cela est précisé à l'article 110.5.
Donc, l'examen obligatoire qui est prévu par le statut ne garantit aucunement une libération anticipée. Il n'implique pas non plus qu'une telle libération anticipée est un fait accompli. La réduction de la peine n'est pas un droit qui est garanti aux personnes condamnées. C'est en fait une récompense qui doit être méritée en satisfaisant à certaines conditions expresses qui persuadent que la Cour et que le condamné est admissible à la libération. En ce sens, une personne qui n'a fait aucun effort, alors même qu'il est en train de purger sa peine, ne satisfait pas l'une ou l'autre de ces conditions de libération avant d'avoir purgé sa peine. De plus, la charge de démontrer que la libération anticipée est méritée incombe exclusivement à la personne sollicitant une telle libération anticipée. En ce sens, il devrait être précisé que M. Thomas Lubanga n'est pas, à ce stade, une personne qui jouit de la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo, ou de toute autre présomption de la validité des éléments de preuve. C'est une personne qui a été condamnée, qui a été jugée coupable d'avoir commis des crimes très graves au sens du statut, dans le cadre d'un jugement confirmé par la Chambre d'appel de cette même Cour. C'est le point de départ de toute discussion relative à la libération anticipée en l'espèce. Si une personne condamnée ne peut pas démontrer de façon concluante et claire que l'une ou l'autre des conditions statutaires militant en faveur de la réduction de la peine sont réalisées, aucune réduction ne peut alors être autorisée. S'il y a une incertitude quelconque quant à la réalisation des conditions, eh bien, la personne condamnée, en l'espèce M. Thomas Lubanga, doit continuer à purger sa peine. Toute autre interprétation lui permettrait de bénéficier de la libération anticipée sans avoir assuré la charge statutaire. Comme ma collègue Mme Reguet va le démontrer, Thomas Lubanga n'en a pas fait la démonstration. Au contraire, comme cela sera expliqué en détail, il existe des raisons de croire que lui-même s'est engagé récemment dans un comportement illicite depuis le centre de détention. Enfin, Madame, Messieurs les juges, en prenant sa décision, le collège devrait tenir compte de la chose suivante. Une fois la peine réduite, une fois la libération ordonnée, la Cour n'a plus aucun contrôle sur cette personne. A priori, les dispositions pertinentes du statut et du règlement ne contiennent pas de mécanisme permettant à la Cour de poser des conditions après la libération, de surveiller le comportement de la personne ainsi libérée ou de renverser son ordonnance en faveur de la libération, comme le font certaines juridictions nationales. En fait, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour discuter de changement de conditions d'emprisonnement, mais de la possibilité de libération anticipée, donc la fin de toutes les conditions relatives à son emprisonnement. En termes simples, si le collège devait ordonner la réduction de la peine de M. Thomas Lubanga, ce qu'il fera une fois libéré ne sera plus de la compétence de la Cour. Le collège ne doit pas perdre cela de vue. Il devrait également garder à l'esprit le fait que, comme le démontre l'expérience des tribunaux ad hoc, une fois la libération octroyée et que les portes sont ouvertes, les promesses de bonne conduite peuvent facilement être oubliées et les remords peuvent être retirés ou abandonnés. Cela milite fortement en faveur d'une approche prudente, fondée sur des faits et non pas sur des assurances vides, et dans le respect des conditions qui sont inscrites à l'article 110.4 et la règle 223. Et c'est ainsi que le collège devrait exercer ses fonctions telles que prévues par le statut et les règles, et par conséquent rejeter la requête de Thomas Lubanga en faveur d'une libération anticipée. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue, Mme Reguet. Good afternoon, Your Honors. Madame, Messieurs les juges, bonjour. La question à laquelle Madame, Messieurs les juges doivent répondre consiste à savoir si M. Lubanga a satisfait l'un ou l'autre des critères qui justifient une réduction de la peine et même, si tel est le cas, s'il mérite de faire l'objet d'une libération anticipée. Comme je vais vous le démontrer, la réponse est négative. Les informations disponibles montrent qu'aucun critère n'a été satisfait, bien au contraire. Madame, Messieurs les juges, M. Lubanga n'a pas coopéré avec la Cour et n'a pas pris contact avec la Cour pour ce faire. Il a fait preuve d'une
indifférence totale à l'égard des victimes pendant tout le procès et après le procès. Et, élément d'autant plus remarquable, des allégations graves de pression exercée sur des témoins dans l'affaire Ntaganda lui sont opposées. Ces facteurs, conjointement à d'autres sur lesquels je vais revenir, démontrent que M. Lubanga n'a pas mérité une réduction de sa peine. Je vais maintenant aborder les conditions pertinentes. Et je commencerai par l'article 110.4a en matière de coopération. Et je dirais que M. Lubanga n'a pas coopéré et n'a pas démontré qu'il était disposé en amont et de façon continue à coopérer avec la Cour. La jurisprudence des tribunaux ad hoc est truffée d'enseignements sur ce qui constitue la coopération. Étant donné que leur règlement régissant une libération anticipée exige une coopération significative avec le procureur. Le terme coopération fait référence à des actes, des actions qui ont un impact sur l'administration efficace de la justice, tels que par exemple des plaidoyers de culpabilité ou le fait de fournir des témoignages dans d'autres affaires. Je fais référence au paragraphe 8 des observations de l'accusation ainsi qu'aux sources que nous citons dans notre note de bas de page numéro 6. La portée de la coopération doit être considérable également. Les types de coopération prévus par l'article 110.4a et b ainsi que dans le chapeau de l'article 110.4 qui permettent au collège de diminuer la peine seulement si un facteur est respecté, suggère justement que le seuil est élevé. Pour ce qui est du facteur temporel, la coopération de la personne en question ou sa volonté à se faire doit être démontrée au début de la procédure et doit être continue. De façon générale, toute coopération qui a eu lieu ou qui a été démontrée avant la condamnation et qui a été prise en considération pour le prononcé de la peine ne devrait pas être prise en considération à nouveau pour diminuer la peine de la personne condamnée. Madame, Messieurs les juges, les exemples de la coopération alléguée de M. Lubanga ne respectent pas ces critères. Par exemple, la non-exécution de sa libération en attendant la résolution d'appel ou le fait qu'il a quitté le prétoire lorsque la Chambre lui demandait de se faire pour permettre à des témoins vulnérables d'entrer dans le dit prétoire ou le fait de rendre des documents confidentiels qui avaient été divulgués de façon erronée ne sont pas des exemples de coopération. Il s'agit tout simplement de respecter le cadre statutaire de cette Cour ainsi que les ordonnances rendues par la Chambre, ce qui est attendu et obligatoire. De même, le bon comportement de M. Lubanga lors du procès ne constitue pas une coopération. Il s'agit, et encore moins, d'une coopération continue. Ce type de comportement est tout à fait attendu de la part de toute personne accusée se trouvant dans un prétoire. M. Lubanga n'a non seulement pas coopéré avec la Cour, mais il n'a pas démontré qu'il était disposé à se faire. Il n'a pas présenté d'éléments de preuve pour démontrer qu'il était disposé à le faire. Je parlerai maintenant pour préciser la situation, aux allégations de M. Lubanga pour ce qui est de l'abus de procès équitable et son impact sur la peine. Autant d'arguments qui ont été rejetés par la Chambre de première instance et la Chambre d'appel dans le jugement et l'arrêt Lubanga. Et je fais référence aux paragraphes 30 et 91 du jugement ainsi qu'aux paragraphes 108 à 112 de l'arrêt. J'aborderai maintenant l'article 110.4b en matière de coopération, mais je parlerai d'autres affaires. Les informations qui sont disponibles à propos de la participation de M. Lubanga dans un plan de pression exercé sur les témoins dans l'affaire Katanga démontre très clairement que cette condition n'est pas respectée. Cela montre plutôt que les actions dont l'on soupçonne ou que l'on soupçonne à propos de M. Lubanga ont entravé de façon potentielle l'administration efficace de la justice dans une autre affaire. Il a été allégué que M. Lubanga aurait divulgué des informations confidentielles, aurait exercé des pressions auprès de témoins dans l'affaire Ntaganda. Et je fais référence au paragraphe 39
et au paragraphe 13 de la décision 04-02/06-786 RED 4. La gravité de ces allégations a amené la Chambre de première instance numéro 4, il y a 2 jours, à confirmer la plupart des restrictions imposées à M. Lubanga en application de la norme 101. La Chambre a conclu, et je cite, qu'il existait un risque suivant lequel l'intégrité de la procédure dans l'affaire Ntaganda pourrait être compromise si la Chambre venait à replacer le nom de 2 personnes dans la liste de contact de M. Lubanga. Paragraphe 34. Qui plus est, la Chambre a conclu qu'il s'agissait qu'elle continuait à superviser de façon active, dans le cadre de l'égalité, les appels de M. Lubanga, sans exception limitée, au vu de la gravité des allégations indiquées. Paragraphe 40. Ce sont des conclusions extrêmement importantes dont il va falloir que vous teniez compte, car il va falloir que vous évaluez, d'après les informations dont vous disposez, si vous décidez que le risque que M. Lubanga a eu ce comportement est un facteur justement qui milite contre sa réduction de peine. Et nous avançons que tel est bien le cas. Pour ce qui est de la norme 223A, M. Lubanga n'a pas démontré par son comportement lors de sa détention qu'il désavouer son crime, bien au contraire. Les informations dont nous disposons en matière de pression exercée sur les témoins dans l'affaire Ntaganda suggèrent justement le contraire. Une libération anticipée ne peut pas être méritée dans de telles circonstances. De surcroît, le procureur n'est pas conscient du fait que M. Lubanga aurait exprimé des remords. Il n'a d'ailleurs proféré absolument aucun remords lorsqu'il a fait ses déclarations lors de l'audience relative au prononcé de la peine et lors de l'audience en appel. Et puis, respecter tout simplement le règlement du centre pénitentiaire ne démontre pas un potentiel de réhabilitation. Le greffe, dans le paragraphe 4 de ses observations, a reconnu ce fait. En matière, pour ce qui est plutôt de la règle 223B, en matière de resocialisation et de réinsertion, M. Lubanga n'a pas démontré cette perspective de resocialisation. Une fois de plus, son comportement allégué illicite dans l'affaire Ntaganda affaiblit toute perspective de resocialisation. Les déclarations de l'université de Kisangani ne prouvent pas le contraire d'ailleurs, car cela nous présente des interrogations. Nous nous demandons si M. Lubanga a véritablement l'intention d'étudier la psychologie à l'université de Kisangani. L'annexe 1 de la déclaration du vice-recteur de l'université de Kisangani confirme que M. Lubanga n'a pas encore postulé auprès de l'université, et même s'il le faisait, il n'y a aucune garantie qu'il soit accepté parmi les rangs de l'université. Les autorités de la RDC devront approuver son admission au vu de sa situation particulièrement sensible, ce qui signifie que cette condition n'est absolument pas respectée. J'aimerais parler maintenant de la règle 223C. M. Lubanga n'a pas démontré que son retour en RDC ne susciterait pas une instabilité sociale importante en Ituri. Dès le début, nous remarquons qu'il n'y a aucune garantie que M. Lubanga ne rentrera pas en Ituri, car il faut savoir nous pouvons nous demander si M. Lubanga a véritablement l'intention d'étudier la psychologie à Kisangani. Il a défendu de façon absolument passionnée son rôle politique lors de l'audience relative au prononcé de la peine, lors des appels, lors de l'audience en appel. Je fais référence à la page 360, la transcription 360, page 68, et à la transcription 363. Nous devons prendre en considération les liens qu'il a à l'heure actuelle avec l'UPC, et tout cela suggère qu'il se pourrait que son retour en Ituri soit véritablement sa véritable intention. La Cour, de toute façon, ne peut pas l'empêcher, ne peut pas exclure cette possibilité. Et si cela se passait, notamment en ce moment, cela représenterait un risque d'instabilité important sociale dans la région. Et il faut savoir que ce risque a été d'ailleurs confirmé par le greffe, les victimes et les autorités qui ont été consultées.
Ce risque est particulièrement important pour le moment si nous considérons, premièrement, le nombre de miliciens démobilisés à Bunia, les armes qui sont encore disponibles dans cette région. Deuxièmement, les élections locales et provinciales qui vont avoir lieu. Et troisièmement, le fait que M. Lubanga est encore une personnalité importante au sein de l'UPC et qu'il a encore une influence politique au sein de la communauté Emma en Ituri. Je fais référence aux annexes 2 et 4 des observations de l'accusation, au paragraphe 6 des observations du greffe, ainsi qu'au paragraphe 13 des observations des victimes respectivement. Qui plus est, la situation actuelle en Ituri n'est pas comme l'avance M. Lubanga stable. Nous avons le rapport du secrétaire général de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies du 26 juin 2015, ainsi que le communiqué de presse du 8 juillet 2015 de la MONUSCO qui démontre tout à fait le contraire. Ces documents décrivent la situation sécuritaire précaire en Ituri, les actions militaires en cours, le fait que de graves abus des droits de l'homme sont commis et l'existence de tensions entre les communautés Lindou et Emma. Je fais référence au paragraphe 17, 18, 56, 60, 62, 66 du rapport des Nations Unies et aux pages 8 à 10 du communiqué de presse de la MONUSCO. Quoi qu'il en soit, et indépendamment de l'endroit où sera réinstallé M. Lubanga en RDC, il y a quand même le risque que son retour dans son pays pourrait susciter une instabilité sociale importante en Ituri, notamment si le collège considère les faits et les paramètres que je viens de mentionner et le manque de garantie relatif à la libération de M. Lubanga, car une fois libéré, M. Lubanga sera tout à fait libre de voyager où il voudra et de communiquer avec qui il voudra. Pour ces raisons, le collège ne devrait pas accepter cette réduction de la peine. J'en viens maintenant à la règle 223, eu égard aux victimes. L'accusation n'a pas été informée d'une action considérable suivant laquelle M. Lubanga aurait fait des choses pour les victimes dans le cadre du processus de réparation. Bien au contraire, lors de ses déclarations prononcées devant cette cour, il a systématiquement ignoré l'existence et la souffrance des victimes et n'a montré aucune compassion. Monsieur Lubanga n'a pas donc respecter ce critère. Et puis en dernier lieu, et j'en viens maintenant à la dernière condition relative à la situation ou aux circonstances individuelles de la personne condamnée, règle 223E, le collège devrait ignorer les observations de M. Lubanga à ce sujet, car ces circonstances ne relèvent absolument pas de cette disposition. Il y est question d'âge, d'invalidité. M. Lubanga n'allègue absolument pas cela. Il a passé une année en détention en RDC avant d'être transféré à la Cour. Il y a également les retards à cause des 2 suspensions de procédure, ce qui ne sont pas des circonstances individuelles. Il s'agit de facteurs. Il y a également plutôt des facteurs suivant lesquels qui ont déjà été allégués par M. Lubanga lors de l'audience d'appel et de prononcer de la peine. Mais cela ne constitue pas un changement des circonstances claires justifiant une réduction de la peine. En conclusion, je vous dirais que M. Lubanga n'a absolument pas démontré que l'un ou l'autre de ces critères ait été respecté. Au contraire, par ses agissements, il a montré tout à fait le contraire. Et pour cela, il mérite de rester en détention. Son manque de coopération avec la Cour, son indifférence absolument totale vis-à-vis des victimes, les agissements dont il est soupçonné dans l'affaire Ntaganda confirment cela. Et même si le collège venait à conclure que certains critères sont bel et bien satisfaits, le collège ne devrait pas faire droit à sa demande de libération anticipée. Les allégations graves au niveau des pressions exercées par les témoins et la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné militent fermement contre sa libération. Nous vous demandons de ne pas faire droit à la demande présentée par M. Lubanga. Thank you. Le juge président, je vous remercie. Maître Wallane. 10 minutes pour représenter l'équipe V01, mais je vois que vous représentez maintenant les 2 équipes. Est-ce que vous avez besoin d'un temps additionnel à cet effet? Je pense, Madame la Présidente, que je pourrais me limiter aux 10 minutes ou seulement dépasser un petit peu. Merci beaucoup. Merci.
Madame la Présidente, honorable juge, je représente donc aujourd'hui l'ensemble des victimes qui participent à cette procédure, vu l'impossibilité d'être ici pour les autres conseils de l'équipe 02. Avec Maître Moulenda, j'ai pu rencontrer la quasi-totalité de nos clients, de notre équipe, et recueillir leurs vues et préoccupations par rapport à une libération anticipée de la personne condamnée et son retour éventuel en RDC. La position générale de nos clients n'est pas que M. Lubanga devrait nécessairement rester en détention jusqu'au terme de sa peine. Mais tous estiment que sa libération devrait faire suite à un changement d'attitude par rapport aux crimes commis et par rapport à ses devoirs vis-à-vis des victimes. Ils attendent beaucoup du programme de réparation qui sera mis en œuvre par le Fonds au profit des victimes. Au vœu de la Cour, ce programme devra avoir un caractère collectif et impliquer les communautés locales. La conséquence de cette option est toutefois que la réussite des efforts du Fonds dépendra non seulement de la collaboration des autorités locales, mais aussi de l'attitude des chefs de village, notables et autres personnes qui ont une influence sur la communauté. Nos clients ont exprimé l'espoir que, maintenant que la condamnation est définitive, confirmée en appel, M. Lubanga admette enfin la réalité des recrutements d'enfants, qu'il exprime des regrets, faute d'excuses, des regrets par rapport à ce phénomène, et manifeste du respect pour les jeunes qui ont eu le courage de participer à la procédure au lieu de les traiter de menteurs et d'escrocs. Il se demande aussi s'il utilisera son autorité pour saboter le programme de réparation ou si, au contraire, il invitera ses anciens collaborateurs et sa communauté à soutenir le travail du Fonds. Nous avons transmis les demandes de nos clients à M. Lubanga via ses conseils. La réaction fut décevante. Au lieu de saisir la main tendue et d'entrer en dialogue avec les victimes, le condamné a préféré maintenir son attitude de toujours, tout en demandant à des dirigeants et notables d'Ituri de signer des déclarations en sa faveur, qui d'ailleurs, quand j'entends qu'on qualifie ces déclarations d'enquête, ça me fait plutôt penser à une pétition. Au moins, ces déclarations prouvent, si c'était encore nécessaire, que M. Lubanga a gardé un réseau et une influence en Ituri. L'attitude de M. Lubanga, qui se dit toujours victime d'accusations mensongères, de violation de ses droits à un procès équitable et d'erreurs judiciaires, inquiète les victimes. Elles craignent en effet que son retour en Ituri provoque des réactions négatives de la part de certains membres de la communauté, qui est la communauté de M. Lubanga, mais aussi leur communauté, ainsi qu'à l'égard d'autres bénéficiaires du programme de réparation. Beaucoup de ces bénéficiaires potentiels pourraient d'ailleurs hésiter à intégrer les programmes qui seront proposés par le Fonds s'il y a une opposition qui s'organise dans la communauté. Contrairement à ce que la défense vient de dire, les victimes craignent bien qu'un retour sur le terrain du chef historique de l'UPC puisse entraîner un regain de tension dans la région et une augmentation de l'insécurité, voire la naissance d'un nouveau conflit armé. Le projet de M. Lubanga de faire des recherches académiques à Kisangani ne convainc pas, ne fût-ce que parce que personne ne pourra l'empêcher de retourner à Bunia, et ce projet paraît presque une provocation. La scolarité de nos clients a été interrompue violemment par les crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné. Certains qui font aujourd'hui de petits commerces dans les rues de Bunia ou conduisent des mototaxis pour un salaire de misère espèrent encore reprendre un jour des études grâce au programme de réparation. L'annonce par le doyen de Kisangani de l'accueil enthousiaste que l'université prépare à son frère Thomas, entre guillemets, doit leur donner un goût amer. Madame la Présidente, Messieurs les juges,
La possibilité qu'offre le statut de Rome de réduire la sentence d'un criminel de guerre condamné n'est pas une libération conditionnelle ou une libération sur parole, comme cela existe dans des juridictions nationales. Il s'agit d'une réduction de la peine inconditionnelle, définitive et irrévocable, ce qui est davantage comparable au droit de grâce. Dans l'esprit du statut, une telle mesure se mérite et les critères sont bien définis par la règle 223. Pour ce qui concerne le critère D, l'action significative entreprise par la personne condamnée en faveur des victimes et les répercussions que la libération anticipée peut avoir sur les victimes, vous aurez constaté que Maître Mabi n'y a pas fait allusion, et à juste titre. Nous pouvons en effet que constater à regret que ce critère n'est nullement rencontré, bien au contraire. Honorable juge, je vous demande de tenir compte des préoccupations des victimes quand vous prendrez votre décision, et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie.